Après, je dirais qu'il y a aussi des enjeux dans le champ de la Mhm. psychologie. Moi, c'est quelque chose qui m'effraie beaucoup et aussi ça fait partie de mes luttes. Dans la mesure où en fait, on n'a Mhm. pas d'ordre, ben, le fait de ne pas respecter le code de déontologie n'est pas sanctionné et en fait, Mhm. on a de très nombreux psys, qui, après avoir été diplômés, s'inscrivent, dans des comportements qui vont jusqu'à le fait d'ajouter à leur pratique de l'ésotérie. Oui. Donc et c'est très problématique. Donc moi, je pense que ce qu'il faut faire, déjà au niveau de la formation, il faudrait qu'on introduise, dans la formation des psychologues elles-mêmes, des cours d'esprit critique, si je puis dire, Mhm. liant au fait que non seulement les étudiants comprennent comment ça fonctionne, quels sont les enjeux, pourquoi, et cetera, quitte à déconstruire certaines fausses croyances Mhm. et pas se contenter de leur transmettre des connaissances, essayer de leur permettre de vraiment s'approprier les raisons pour lesquelles ça a du sens. Parce que des fois, tu as des profs comme ça qui viennent et qui transmettent en disant, ben voilà, après, moi j'ai fait mon Oui. job, débrouillez-vous. Ouais. Moi, je pense que c'est important de vraiment les aider à s'approprier euh, tout ça. Voilà, que D'accord. ce soit en fait, intégré. Bien, eh bien, écoute, j'ai une question que j'aimerais te poser, puisqu'on est dans le cadre du mois des femmes. C'est, imaginons qu'on soit justement en quête un peu de se redécouvrir en tant que femme, de redécouvrir un petit peu aussi ses droits et notamment ses droits sur soi-même, sur sa vie, ainsi de suite, qu'on ait envie de s'engager dans dans une démarche un peu d'empowerment. Et puis, qu'on commence à regarder un petit peu sur le net, autour de soi, quels sont les groupes qui existent et que on tombe sur certains groupes qui, justement, mettent en avant cette dimension d'empuissancement, notamment de retour un petit peu sur la nature et notamment la nature et la puissance féminine et tout ça. Et puis qu'on commence à rentrer dans ces groupes-là et puis voilà, progressivement de se sentir un petit peu happé. Euh, alors, est-ce qu'il y aurait un petit peu des signaux d'alarme ou des points auxquels il faudrait être attentif ou attentive plutôt pour éviter en fait de rentrer dans des groupes qui, sous couvert de bienveillance ou de discours un peu d'empuissancement féministe, sont en fait des dérives sectaires? Voilà, alors c'était une longue question. Donc voilà, mais toi qui as beaucoup travaillé justement sur ça, est-ce que tu aurais Mm. des conseils un petit peu à donner pour dire, ah, attention, certains groupes sous couvert d'un discours qui peut vous parler sont peut-être finalement des groupes dangereux, quoi. Ouais. Alors, déjà, effectivement, je dirais que les femmes sont extrêmement ciblées par les dérives, alors Mhm. que ce soit d'ailleurs des dérives sectaires ou thérapeutiques. Mhm. Pourquoi? Bah, peut-être parce qu'elles vont beaucoup s'intéresser à tout ce qui relèverait de la connaissance de soi. Donc, il y a plein de portes d'entrée possibles. Il y a le coaching, il y a le développement personnel, il y a, oui, et cette question aussi du féminisme. Donc, euh, d'où vient à la base le problème? Bah, je dirais qu'il y a un besoin qui est réel, qui est celui bah, de cette connaissance de soi. Si ça n'était pas devenu un gros mot, parce qu'en général, on nous y propose n'importe quoi, la question du développement personnel, qui au départ est une très bonne idée. Et là où ça va poser problème, c'est que bah, les femmes, les gens même, mais bon, les femmes, là pour le coup, ne savent pas où trouver des ressources qui seraient valides. Et donc, en fait, elles vont de proche en proche bah, découvrir ce qu'on peut leur proposer ici ou là. Et ouais, par exemple, bah, des fois dans des mouvements qui se veulent féministes, voilà, le fait de retrouver le pouvoir de la femme, enfin, il va y avoir clairement, d'un point de vue idéologique, des dérives. Hein, ça va aller jusqu'au fait d'avoir en tête de s'insérer des choses
dans des endroits très intimes, Alors, voilà. nommons-le, voilà, au cas où ça Bon, participe justement à, voilà, à la prévention, je dirais. Effectivement, il y a certaines personnes qui vont promouvoir des remèdes, entre guillemets, de grand-mère, parce qu'honnêtement, je connais ma grand-mère, elle n'aurait jamais fait ça. Euh, et pourtant, elle est issue de la ruralité, hein, voilà. Mais par exemple, de enfoncer du persil dans le vagin, dans une visée contraceptive, voire abortive. Voilà, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Il y a de sérieux risques infectieux quand même. Donc voilà, je te ouais, laisse la parole. même faire aussi des espèces de bains, de vapeur, au niveau vaginal, enfin voilà, et Ouais. voilà, et ça peut vraiment être délétère parce que ça va impacter la flore, et la faune, Mhm. vaginale et causer des troubles. Enfin ça n'est qu'un exemple, mais bon voilà, il y a Ouais. plein de d'autres, exemples, même dans l'idée aussi de la femme sorcière, Mhm. donc on va basculer aussi, dans l'ésotérisme. Donc moi je dirais que ce dont auraient besoin, les gens, pour ne pas tomber dans ces dérives, c'est d'être capable de savoir ce qui existe à côté et qui pourrait Mhm. satisfaire en fait, leur curiosité, leur questionnement et leur besoin de spiritualité, hein. Hem, alors, bah, pour le coup, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que dans le champ de la psychologie scientifique, on a quand même pas mal de réponses quant à la façon dont on peut arriver à concevoir la façon dont on fonctionne, en psychologie sociale, en psychologie cognitive, enfin voilà, plein d'autres, disciplines en fait, de sous-disciplines de la psychologie. Mhm. Donc là encore pareil, est-ce qu'on se situe du côté des gens ou du côté des psychologues? Je dirais que du côté des gens, là, si quelqu'un nous écoute, par exemple, l'idée, ça serait, de vérifier toujours quelles sont les compétences, les diplômes des personnes, que l'on a face à soi et que, bah, il peut exister un développement personnel valide, mais donc il faut faire attention au fait que, ceux qui nous proposent, des idées, ben, ça soit pas, tiré d'un chapeau, hein. Mhm. Donc, là encore, j'invite les gens, en fait, à se pencher sur la question de l'esprit critique, à aller questionner les fondements, ce qu'on me dit, pourquoi on me le dit, sur quoi ça repose, est-ce que, c'est valide? Bon et après là encore, même au sein même de la psychologie, il peut y avoir des propositions qui sont totalement farfelues. Mhm. Par exemple, quand on je sais pas, je peux en citer quelques-unes, mais la psychogénéalogie, le enfin et bon, est-ce que je peux parler de la psychanalyse aussi? Voilà, il y a des choses en fait qui vont poser Ouais. souci. Ouais. Alors d'ailleurs, quand je parle de psychanalyse, je ne vais pas, dire que tous les psychologues d'orientation psychanalytique font du mauvais travail parce qu'il y a la question du lien et puis d'ailleurs les gens parfois n'utilisent pas qu'une seule méthode. Donc, je vais dissocier le thérapeute des outils qu'il utilise et là pour le coup, voilà, la psychanalyse, je pense qu'il y a de nombreux débats là-dessus, et moi donc, je fais partie des personnes qui, quand elles enfin, qui questionnent en fait les fondements de la psychanalyse et qui ne peuvent pas cautionner, son usage. D'ailleurs, j'ai envie peut-être de faire un petit crochet pour parler bienveillance. Mhm. Euh, Se représentent parfois ceux qui sont dans le champ de l'esprit critique, de la zététique, comme des gens violents. Mhm. Je ne sais pas trop ce qu'il en est toujours sur les réseaux, même d'un point de vue extérieur, quand les psychologues voient ça et qu'on va venir voir, par exemple, attaquer la psychanalyse ou autre. En fait, non. Non, pourquoi? Parce que les personnes qui vont être violentes et qui vont peut-être faire la promotion de l'esprit critique, voilà, ce sont des personnes. Mais ça ne veut pas dire que la démarche, la posture qui consiste à questionner les fondements, l'esprit critique, ça leur appartienne déjà. Mhm. L'esprit critique n'appartient à personne. Je pense que nous avons tous intérêt à nous questionner sur les fondements. Et puis, il y a des raisons aussi à cette violence. Je dirais que c'est souvent aussi parce que les personnes qui pratiquent l'esprit critique, la zététique, ne maîtrisent pas en fait, bah, les outils de la communication, Mhm. comme, bah, nous psychologues pourrions le faire. Et moi en fait, ce que j'essaye de faire entendre, c'est qu'il y a 2 formes de bienveillance et ça me semble central. Il y a une bienveillance relationnelle qui consiste à prendre soin de son interlocuteur, Mhm. qui consiste en fait, à
l'entendre, même si on n'est pas d'accord, accueillir ses propos et cetera, en essayant d'ailleurs d'être dans le non-jugement. Donc voilà, développer, une empathie. Quand on va exprimer aussi, nos désaccords, rester respectueux, ne pas cibler la personne, éviter les attaques personnelles, les dévalorisations. Mmh. Après, il y a une autre forme de bienveillance qui est la bienveillance épistémique et cette bienveillance-là, elle va consister à essayer de faire entendre que, bah, on ne peut pas négocier sur le fond, quand on a le sentiment de défendre les positions les meilleures. Alors bien sûr, l'idée c'est d'argumenter et puis d'être vraiment dans l'échange, hein, pas d'arriver en bloc en disant: «Je détiens Mmh. la vérité». Mais donc voilà, la démarche, zététique, l'esprit critique en fait, ce serait bien en fait qu'on la pratique, je pense dans cet esprit-là pour qu'elle puisse, être bénéfique à tout le monde sans menacer les identités, les personnes. On se recentre en fait, sur le fond, heu, en rendant plus saillant ce qu'on appelle les enjeux épistémiques, Mmh. en mettant de côté les enjeux identitaires, qu'on ne soit plus dans des affrontements, qu'on se dise: «Bon, bah, alors, voilà, comment faire? Que peut-on faire pour faire au mieux?» Ouais. Voilà, donc c'est et en ce qui concerne les femmes, Mmh. hem, de la même façon dans le féminisme, il peut y avoir des dérives du type, bah, voilà, cette opposition, par rapport aux hommes. Donc en fait, l'une des raisons pour lesquelles on va tomber des fois dans la dérive, c'est que là encore, il va y avoir peut-être une saillance des enjeux Mmh. identitaires. Ça va peut-être nourrir, un besoin d'exister, on se sent, voilà, même c'est bien par définition l'empowerment, mais ouais, ça peut être problématique. Donc savoir, bah, comment nous fonctionnons, questionner les fondements, voir comment, les connaissances que nous avons, en essayant Mmh. d'avoir un maximum de connaissances, comment elles s'articulent pour être capable de faire le tri, ça peut nous permettre peut-être d'être capable de repérer les pièges. Mmh. Et après, si je reviens du côté des psychologues, moi ce que je dirais, c'est que au vu justement de l'offre énorme, parce qu'il y a tellement d'argent derrière, qu'il y a du côté de ces mouvements-là, de, comment dire? Ouais, du coaching, on a pas intérêt, nous, à, faillir en se disant: «Bah, tiens, moi aussi, je vais séduire mes patients, je vais leur offrir, allez, peut-être que ce sont des choses un peu perchées, mais c'est ça dont ils ont envie». Parce que en quoi on va se dissocier de 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 tous ces gens qui proposent ces pseudo-thérapeutes qui proposent un peu n'importe quoi. Mmh. Donc je pense que ce qui fait aussi que les gens, viendront voir des psychologues au lieu d'aller voir ailleurs, c'est parce qu'ils auront le sentiment qu'on leur propose des choses qui sont efficaces, et pas qu'ils vont voir un psy une fois, ça leur aura rien apporté et puis ils vont dire: «Non, non, moi, les psys», hein, en n'ayant pas de visuel, sur le Ouais. fait qu'il y ait des psys en fait d'orientation très différentes. Les psys pour moi, c'est pas ça. Mmh. Surtout que ce qu'on m'en a dit, c'est que du côté de tous les thérapeutes et cetera, le discours qui est tenu est le suivant: en fait, ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas efficace, puisque d'ailleurs on s'engage souvent dans des thérapies très longues et Mmh. ça n'apporte rien. Tandis que nous, très rapidement, on est capable, de leur apporter quelque chose. Donc les psys sont jaloux, c'est pour ça qu'ils nous attaquent. Ne les écoutez pas, tous ceux qui Mmh. sont du côté de la science, ne les écoutez pas, c'est nous qui savons comment faire pour, vous satisfaire et vous allez le ressentir. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'effectivement la satisfaction que l'on ressent n'est pas en relation toujours avec le bénéfice réel que Mmh. l'on retire d'échanges, d'interactions avec, que ce soit un thérapeute ou autre, Mmh. hein. On peut avoir des personnes qui sont en psychanalyse et qui en retirent, de la satisfaction parce qu'ils ont l'impression d'avoir donné du sens à ce qu'ils ont Mmh. vécu, mais ça ne veut pas dire que le sens qui aura été apporté est le bon. Mmh. Donc, et peut-être d'ailleurs que, dans un premier temps, ça sera très bien, hein, mais que pour autant, à plus long terme, peut-être que ça aura massacré des relations familiales ou, d'autres types de relations parce que la grille de lecture n'est pas la bonne et donc, ça voilà, donc nous, de notre côté, je pense qu'on a vraiment intérêt à faire aussi très attention à la façon dont on pratique la psychologie, Mmh. que à ne pas, comment dire, survaloriser ce qui relève de notre subjectivité. Il y a plein de mythes, hein, aussi comme le mythe, par exemple, même de l'inconscient. Mmh. Penser
forcément, il va y avoir des troubles, cachés qu'on va partir chercher. Là, faire attention, par exemple, du coup, à l'induction de faux souvenirs induits. Hem, donc ouais, très, très rigoureux par rapport à ça. Mmh. Mais super. Et tu vois, là, ce qu'on échange, ça m'évoque pas mal de choses. Alors, effectivement, pour revenir un petit peu en arrière par rapport à bah, certains propos qui peuvent être, voilà, qui peuvent être problématiques par rapport à la psychanalyse, tu vois. Bon, moi, j'ai pas mal étudié justement Freud et tout ça dans ma formation universitaire parce que ça reste bah, un peu une dominante, je dirais, dans les universités françaises. Et effectivement, j'ai de très bons souvenirs, enfin des souvenirs assez construits, hein, pas bons forcément, mais ils sont bien ancrés en moi, des premiers textes de Freud où effectivement, lui, ce qu'il mettait en avant, c'était qu'il avait rencontré les personnes une fois, deux fois, il avait Eh oui, retrouvé le traumatisme originel et tout allait pour le mieux. Le boiteux remarchait, la personne qui avait plus accès à certains sens eh ben, les retrouvait et ainsi de suite. Donc les premiers textes de Freud sont beaucoup là-dessus. Et je me demande dans quelle mesure justement ce mythe-là un peu originel ne s'est pas finalement bah, transmis. Aussi bien auprès bah, des étudiants qui continuent d'apprendre ça, qu'auprès du coup du grand public. De même, tu vois, quand tu disais, il faut faire attention aussi sur bah, les effets un peu de surgénéralisation. Alors, effectivement, il y a des tas de courants dans la psychanalyse. Tout le monde n'est pas un psychanalyste freudien. Et là, pour le coup, en Amérique du Nord, on a aussi des mouvements, les mouvements des néo-freudiens et le courant de la psychodynamie qui s'inspire de la psychanalyse sans en être stricto sensus, qui est beaucoup plus dans l'idée justement de trouver un peu, bah, justement, de revenir sur des méthodes un peu scientifiques et qui, du coup, bah, se distinguent de comment on voit la psychodynamie en France. Et de même, tu vois, il y a eu aussi des dérives à partir de Jung, pardon, je vais le prononcer à l'allemande comme il faut et pas l'américaine parce que c'est pas du tout le même gars. Donc Carl Gustav Jung, qui était voilà, qui était un peu le poulain de Freud et qui finalement est parti complètement sur un versant ésotérique avec justement la pensée d'un inconscient collectif, voire sur ces dernières années à essayer de dialoguer à travers les rêves et d'autres pratiques avec les morts et avec bah, du coup les esprits et tout ça, et qui a donné aussi des tas de courants New Age voilà, qui gardent en fait cet héritage-là tout en étant complètement différent de ce que serait une pratique psychanalytique jungienne de base, ouais, quoi, j'ai envie de dire. mmh. Un autre point, tu vois, que j'ai envie de soulever un petit peu avec J'allais toi. dire, Attends, juste excuse-moi, tu voulais dire un truc. Excuse-moi. oui, c'était un petit commentaire par rapport à ça, c'est qu'en fait, déjà la psychodynamie, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a évacué aussi tout ce qui avait trait à la sexualité Tout à et fait. donc en fait, quand en France, les psychanalystes disent: «Regardez, quand on essaye d'évaluer les thérapies psychodynamiques, ça peut marcher», et ils veulent en fait dire que du coup la psychanalyse fonctionne. En fait, bah non, Mm, ça n'est pas la même chose. mm, Donc mm, ça c'est faut savoir que enfin, du coup, quand tu regardes, ce qu'il y a dans la psychanalyse autour de la sexualité, c'est quand sont quand même des assi une assise il y a une assise majeure. mm, mm. Donc hein, la question de pulsion et cetera. Donc voilà, il y a ce 1er point. Et puis l'autre, j'ai oublié, mais peut-être que je refais, certaines choses. D'accord, C'est t'inquiète pas. Oui, mais alors ouais, après, tu vois, pareil, puisqu'on parlait de féminisme et de psychanalyse, ça c'est un truc. Alors ça c'est un point que j'avais développé dans mon livre justement sur Histoire insolite de la psychiatrie, c'est-à-dire que quand j'avais parlé dans mon chapitre sur Antoinette Fouque, en fait, qui avait développé une espèce de voilà, le féminisme essentialiste qui reposait beaucoup sur des postulats psychanalytiques et elle avait réussi en fait à le faire passer comme étant justement la version dominante du féminisme en France, alors que pas du tout. Et du coup, ce qui fait que pendant des années aux États-Unis notamment, on appelait ça du French féminisme, alors que c'était juste sa mouvance à elle, mais c'était une très bonne communicante. Voilà. ouais, ouais, ouais. Un petit point que si Mais tu ouais, voulais dire un truc, vas-y, dis-moi. oui, c'était que ce que tu disais quand, le fait que les étudiants soient très marqués, Mmh. par la façon dont Freud fonctionnait, de façon, on va dire, originelle. Mmh. Hem, ouais, il y a cette question de donner du sens Mmh. et on a beau être étudiant en psychologie, en fait, on est exposé à la méthode expérimentale, Mmh. mais après les gens font leur choix
C'est-à-dire que, bah, s'ils se disent: «Oh moi les maths, moi je suis pas venu pour ça, moi je suis venu pour savoir comment fonctionnait l'individu» et qu'ils ne se rendent pas compte du fait que les statistiques nous permettent de quand même voir émerger, des choses qui sont généralisables, reproductibles. Mmh. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a que ça non plus, parce que, par l'expérience, on arrive aussi à acquérir, de certains savoirs. Mais il faut vraiment faire très attention à notre subjectivité, à ce goût qu'on pourrait avoir de voilà, qui nous amènerait à nous dire qu'on peut se dispenser de la méthode, Mmh. parce que ce n'est pas le cas. Je pourrais même peut-être faire un crochet pour dire ce que j'ai vécu face à Caroline Goldman, hem, en fait, qui énonçait le fait que les enfants en manque de limites, avaient, des étiquettes qui grattaient et moi Mmh. je vois ça. C'était, dans un post et je fais: «Hein? Quoi?» Ouais. Donc j'ai dit: «OK», j'ai juste posé la question, je dis: «Mais comment est-ce qu'on peut se permettre de dire ça?» Et en fait, la personne était en relation directe avec Caroline Goldman, donc elle la mentionne, c'est sur Instagram et donc Caroline Goldman qui débarque, elle dit: «Oui, mais bien sûr, parce qu'en fait, je vous explique, hein», donc elle a voulu déverser un petit peu toutes ses connaissances. Moi, j'étais Mmh. ouverte, hein, je veux bien qu'elle me dise comment elle pouvait se permettre d'énoncer ça. Je voulais juste voir quelles étaient ses méthodes. Et donc elle me dit, vous comprenez, l'intérieur, l'extérieur, la peau, c'est, la limite entre les 2. Donc plein de choses de ce genre. Je suis d'accord. Je dis: «Mais du coup, comment vous avez procédé? Est-ce que, par exemple, je sais pas moi, vous avez, comptabilisé parmi vos patients, le nombre d'enfants en manque de limite qui se plaignaient d'étiquettes qui grattent, en comparant ça avec les enfants qui n'étaient pas en manque, de limite et qui se seraient plaints des mêmes choses?» Et au final, sa réponse c'est: «Ah non, non». Je lui dis: «D'accord». Je dis: Donc est-ce que vous avez fait ça comment?» «Bah non, mais voilà, c'est je rien en fait». Ouais. Et je dis: «Donc du coup, est-ce qu'on peut considérer que mon interprétation, qui consiste à dire que les étiquettes qui grattent, c'est un fléau de l'humanité, est Mmh. tout aussi valable que votre proposition?» Sa réponse c'est: «Ah bah oui, ah 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 ah». Je fais: D'accord. «Oui, ben non en fait, ça me convient donc pas que vous énonciez ça comme ça». Donc la question de la méthode, faisons attention à ce que nous disons parce que ce n'est pas parce que nous avons fait des études, un titre et cetera, que nous sommes plus capables qu'avant nos études de voir des choses. Donc questionnons-nous quant aux inférences que nous faisons et cetera. Sur quoi nous nous permettons de penser, de dire tout ça? Il faut être très, très prudent. Il faut se méfier de soi-même, vraiment. Mmh mh. Voilà, ça juste, dire ça. Non, mais parfait. Mais du coup, tu vois, c'est un super exemple parce que ça montre des tas de biais finalement, tu vois, auxquels on peut dans lesquels on peut tous tomber parce que les biais cognitifs, on en a tous, hein, et en soi, ils sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. C'est juste que on ne peut pas Mmh, uniquement raisonner dessus et ce n'est pas parce que effectivement, bah, certains de nos biais, là tu parlais par exemple de l'inférence arbitraire, le fait de sauter à une conclusion en l'absence de preuves, mais il y a aussi tout ce qui va être biais d'infirmation ou les biais de confirmation. Souvent, mmh, ça va ensemble. Tout ce qui fait que justement, on ne va pas aller regarder ce qui pourrait aller à l'encontre de notre pensée ouais, et on va aller préférentiellement rechercher ce qui va plutôt aller dans son sens pour pouvoir la valider et ainsi de suite. Enfin, tout ça, c'est des choses qu'on peut tous avoir et qu'on a tous mmh, d'ailleurs. Et effectivement, c'est important de garder cet esprit critique sur notre propre pensée, de nous dire, OK, c'est pas parce que forcément ma pensée ou mon biais me fait dire certaines choses que c'est forcément vrai et qu'il faut que je le suive aveuglément et que je calque mon comportement ou mes interactions à partir de cela, quoi. ouais et la méthode, en fait, elle nous permet d'essayer, au maximum de nous départir de notre Mmh. subjectivité. Ouais. Même si pas tout c'est pas ça n'est pas elle ne répond pas toujours à toutes les questions, c'est quand même l'un des meilleurs outils qu'on a pour essayer de s'en détacher. Mmh mh. Et dis-moi, il y a un point sur lequel je voulais, revenir un petit peu. Tu vois, quand nous parlions au départ, de justement le fait que parfois, bah, malheureusement, les femmes vont être, bah, des clients un peu privilégiés pour certains thérapeutes et ainsi de suite. Mmh, Alors effectivement, moi, j'ai envie de dire qu'il y a aussi un côté un petit peu sociétal, dans le sens où, bon, moi, j'ai beaucoup, vécu, travaillé en Bourgogne et notamment sur la diagonale du vide où effectivement, bah, les gens
aller préférentiellement consulter un rebouteux ou un magnéticien avant d'aller voir un médecin, mais tout simplement parce que le premier toubib était des fois à 45 minutes de route, quoi. Tandis que vous Ouais, aviez le rebouteux ou le coupeur de feu ou le magnétiseur, and so on, qui était peut-être à 3 maisons de chez vous, quoi. Donc, je pense qu'il y a peut-être aussi un peu ce vécu-là qui peut faire aussi, et puis après, c'est vrai qu'on parle beaucoup, et c'est bien, des différentes violences que peuvent subir parfois les femmes, les personnes en situation de handicap, les personnes racisées, tout ça dans le milieu, ce qui fait que milieu médical, ce qui fait que parfois aussi ça peut créer cette défiance et effectivement peut-être aussi que certains thérapeutes l'ont flairé et vont aller mmh, préférentiellement vers ce public-là parce qu'ils savent que c'est un public qui est en souffrance et qui se retrouve ouais, pas forcément, mmh, bah, qui se retrouve pas forcément à être bien pris en charge parfois ou qui peut avoir eu des mauvaises expériences ou ouais, qui peuvent être plus sensibles justement à certains discours par rapport à ce qu'ils ont pu vivre auparavant. Et ouais, du coup, tu vois, la question que je me posais, c'est est-ce que ben, toi qui as assez justement dans tout ce qui est esprit critique, mais aussi, je crois, lutte contre les dérives, est-ce qu'il y ouais. a justement des organisations qui existent et vers lesquelles on pourrait éventuellement se tourner ou référer un proche qui serait victime de ce type de dérive? Ouais. Alors, oui, tout Mm, d'abord, peut-être dire qu'en ce qui concerne effectivement la dénonciation du système de santé, moi, mm, j'ai en tête notamment un excellent article de Richard Monvoisin mhm, qui va faire un listing, enfin, qui va énoncer effectivement tous les problèmes que le système de santé peut, réunir. Et sa conclusion, et qui est aussi la mienne, c'est que pour autant, ce n'est pas parce que ce système est imparfait que mm, l'on doit s'en détourner et que l'alternative, ça correspond en fait aux médecines non conventionnelles, mm, hein, ou mm. alors aux thérapies, des fois qu'on appelle, voilà, alternatives. Ouais. Ça, c'est le premier point. Pour répondre à, du coup à ta question, alors donc quand, des personnes tombent dans des dérives ou alors quand on veut se renseigner davantage, sur ce qui relève des dérives, thérapeutiques ou sectaires, on peut faire appel à la Miviludes. Mhm, Donc ce sont des signalements qui peuvent nous permettre heu, bah, déjà, d'alerter sur ce qui se passe, hein, pour qu'on puisse recenser le nombre de cas, les disciplines dans lesquelles, il y a des problèmes. Et puis, il peut y avoir des interventions, auprès des praticiens eux-mêmes, alors peut-être plus, via après derrière, les ARS, ce genre de mhm, choses. Quand on est victime, il y a des associations effectivement, alors je peux en citer 2 par exemple, hein, telles que, le GEMPI ou l'UNADFI, mais je vois également une limite, à ces associations qui est la suivante: si moi je vous demande à vous, psychologues, hein, ce je nous demande, mhm, heu, pour expliquer le phénomène sectaire, quelles sont les ressources que nous avons théoriques? mhm. Et quand on regarde, si vous regardez la littérature, en fait, la plupart des psys qui se sont penchés sur ces questions sont d'obédience psychanalytique. Mhm. On va parler de gourou, de narcissisme, et cetera. Donc il y a une survalo. Bon, nous revoici après avoir subi une petite coupure technique. Ouais, Ouais, comme par hasard, au moment où évidemment. on parle de choses un peu problématiques, donc ouais, on peut se demander, en fait, dans quelle mesure c'est le hasard ou la technologie. Ou une éminence grise qui gouverne la technologie et le hasard. Ouais, c'est l'esprit de Freud, en fait, Et qui peut-être, s'est peut-être qu'on l'a un peu manifesté. offensé là. Ouais, Donc voilà, donc papy, excuse-nous ou ouais, pas. Bon, ouais, alors revenons justement à ce que tu disais. Tu disais que ouais. malheureusement, parmi, bah, en fait, Mmh. finalement, on n'avait pas beaucoup, si j'ai bien suivi, euh, finalement de textes ou de données de la littérature auxquelles se référer qui soient Ouais. vraiment dans des protocoles scientifiques elles-mêmes, quoi. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, ouais, les associations de victimes s'appuient sur des textes, le plus souvent qui sont d'origine psychanalytique, et ce n'est pas Mhm. de leur faute parce qu'en fait, si c'est la seule littérature disponible, Oui, est-ce qu'elles ont d'autres choix? ouais. Et du coup, il y a des problèmes aussi même, qui peuvent se poser, en termes de prévention pour les gens.
Mmh. Et en termes de prise en charge pour les victimes, je donne un exemple, hein. Bah, si tu Ouais. te dis que toi, tu ne vas être pris dans une dérive que parce que, bah, tu es susceptible de te laisser séduire par un gourou, tu Mmh. regardes autour de toi et tu dis: «Bah, non, moi, le naturopathe que je vais voir, c'est pas un gourou». Et puis d'ailleurs, moi, je suis pas une personne faible, Mmh. suggestible, donc tu ne vas pas, te méfier, en fait, de la façon dont tu risques de glisser dans la dérive. Alors qu'en fait, Mmh. quand on regarde même ne serait-ce même que de la psychologie sociale, de ce qui relève de la manipulation comportementale et de Mmh. la façon dont on va rationaliser a posteriori nos comportements, hein, bah, en fait, on va, poser des actes, très peu coûteux, allant dans une direction particulière et puis derrière, de proche en proche, on va s'avancer dans la dérive. On va peut-être Mmh. voir un naturopathe, juste une fois comme ça parce que ça ne coûte rien, parce qu'on a la tante Gilberte qui insiste depuis 30 ans, pour qu'on le fasse, donc on se dit: «Bon allez, elle va me lâcher ma tante, j'y vais» et Mmh. puis en fait, voilà, tu as mis les pieds là-bas, peut-être même que ça t'a été offert comme consultation, mais engagé dans une direction donnée, et puis après, ben, peut-être que de proche en proche, on va t'amener à changer de position idéologique. Mmh. Voilà, donc moi je dirais que vraiment dommage. Là, il y a le fait que les gens se représentent les choses comme ça et le fait que d'autres disciplines peut-être, de la psychologie qui apporteraient beaucoup aux victimes, n'aient pas investi le champ et je pense d'ailleurs que ce serait peut-être bien que les psychologues TCC, je pense qu'ils peuvent être très compétents dans la prise en charge des victimes, Mmh. heu, s'intéresse en fait à ces profils-là, peut-être par le biais d'une mise en relation avec, la Miviludes, voilà, peut-être mettre en relation les associations TCC, et la Miviludes, pour voir comment faire peut-être pour proposer, des accompagnements qui, bah, seraient, qualitatifs et permettraient vraiment aux victimes de se sortir de tout ça. Parce que moi, quelque part, ça me pose un peu souci de penser qu'une personne sort d'une dérive et que bon, heu, voilà, on va l'orienter vers quoi? Vers la psychanalyse. Mmh. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne façon de le faire? Je sais pas. Voilà. Donc peut-être que c'est aussi au TCC de réfléchir à ces questions et de voir dans quelle mesure, il y a pas quelque chose à faire pour apporter, les compétences, dont elles disposent. Mmh. Mais pour le coup, tu vois, je pense effectivement que, les TCC ont tout à fait leur place dans ce genre, de problématique justement, puisque, bah, un des objectifs des TCC justement, c'est de permettre à la personne de devenir, indépendante ou de retrouver son indépendance par rapport Mmh. donc de base, c'est par rapport à ses troubles, mais là, en l'occurrence, ce serait par rapport justement, bah, au fait d'être tombé dans une dérive et probablement aussi d'avoir alors soit eu en amont, soit d'avoir développé à la suite de ça, probablement un trouble anxieux, peut-être un trouble, plus, traumatique, peut-être aussi un trouble de l'humeur comme une dépression, par exemple, parce qu'il y a aussi beaucoup de dérives qui vont appuyer sur le fait que les gens ont peut-être une faible estime d'elles-mêmes et elles vont encore plus appuyer justement sur ça pour qu'elles se sentent encore plus mal pour pouvoir garder l'emprise dessus. Donc là, pour le coup, bah, vu qu'un des objectifs des TCC, c'est de retrouver son indépendance, bah, c'est tout à fait cohérent justement avec la démarche de la personne de pouvoir justement bah, se retrouver elle-même, retrouver son indépendance vis-à-vis bah, peut-être du groupe ou vis-à-vis de ce qu'on lui a fait croire. Et après, comme tu disais, c'est vrai qu'en TCC, on travaille aussi beaucoup sur l'identification des biais, sur le fait de pouvoir aussi prendre de la distance avec ces croyances, enfin, principalement les croyances qui sont dysfonctionnelles, mais aussi à pouvoir défusionner avec certaines pensées qu'on peut avoir et auxquelles on va avoir tendance justement à vouloir suivre et à vouloir adhérer à tout prix. Donc c'est vrai que là, pour le coup, c'est tout à fait des outils qu'on peut transmettre à Ah la oui, personne dans le ouais, but justement qu'elle regagne en ah oui. indépendance. Mais moi, Après je n'ai ouais, aucun doute, sur ouais. le fait que, enfin, les compétences, Mmh, qu'on peut, produire, dans le cadre des TCC, enfin, soient mmh, parfaitement adaptées aux besoins, des victimes, de dérives sectaires ou thérapeutiques. mmh mh, Donc, voilà. mmh, Après, il faut juste peut-être, le savoir et puis le proposer et puis là, effectivement, je parlais de cette mise en relation, mais je pense qu'elle a du sens, hein, parce mmh, que alors,
La Miviludes, par exemple, elle offre, aux associations, des fois des appels à projets, mais ça pourrait être des fois, che par an ou, 1 000 000 €. Enfin, alors peut-être que faut voir, je vais pas rentrer dans les détails en disant: «Voilà, je suis très précis, je fais peut-être quelques erreurs et cetera», mais Ouais. il pourrait y avoir, par exemple, un fonds mis à Mmh. disposition des victimes qui n'ont pas les moyens de se payer, pardon, un psychologue. Et puis voilà, d'autres victimes aussi qui sont simplement directement, adressées parce qu'on sait que la ressource, elle existe et qu'il y a des Mmh. psychologues qui sont prêts à accueillir ce type de profil. Mmh. Donc ça, faut ouais. Donc voilà, donc là, l'appel est lancé si jamais parmi les personnes, qui, suivent, Moi, je du sais coup que notre vidéo, s'il y en a qui sont oui, intéressés. Du coup, oui, si justement s'il y a des gens qui sont intéressés, à la suite là de ce qu'on parce vient que j'allais dire, d'échanger, qu'est-ce qu'ils je vont je faire? connais, peut-être, quelques éléments, Mmh. quelques personnes. Alors attends, excuse-moi, je crois que nous avons Bah, toujours l'idéal, ça offensé, le serait grand dieu de la d'essayer déjà technologie. de mobiliser, ouais, il y a un problème de raccord. Ouais, 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 non mais voilà, nous, il je y a des suis trucs qui désolée. coincent au niveau de la transmission, je sais pas, j'ai l'impression qu'on est en décalé, Ouais, un petit peu et du coup on se coupe, mais bon, c'est voilà, ce sont les ouais. aléas, je dirais. Donc oui, ce que je peux dire, c'est que Donc je dis plus rien, je te laisse. alors je dirais que dans un premier temps, l'idée, ça serait peut-être d'essayer de d'accord. Dans un premier temps, peut-être que l'idée, ça serait, de voir comment peuvent se situer les associations TCC Mmh. par rapport à ça et si elles étaient intéressées par le fait de s'engager dans une telle démarche, bah, pourquoi pas une mise en contact avec la Miviludes et puis moi je connais, quelques personnes aussi qui sont vraiment dans le milieu et qui veulent le faire, évoluer pour faire du mieux, en s'appuyant, bah, notamment sur les psychologues TCC et puis pourquoi pas, par exemple, répondre à un premier appel à projet et puis après pour la question du détail, bah, ça ce sont des choses à réfléchir ensemble, à construire, voilà et moi ma participation dans tout ça, c'est juste en fait, une mise en relation. Moi je peux aider aussi, un peu à la réflexion s'il y a besoin, après du point de vue de mes connaissances dans le champ, bah, bien sûr de la psychologie, mais de l'esprit critique. Mmh. Mais après voilà, ça serait vraiment, je dirais, ce qui relève de la co-construction. C'est-à-dire où chacun va apporter son regard, ses compétences, et ses moyens. Mmh. Voilà, parce que le problème aussi, c'est que les associations actuelles, elles sont le plus souvent bénévoles. Alors certes, elles reçoivent des fonds, mais elles vont organiser, par exemple, des colloques, des réunions, bon. Mais donc là, c'est peut-être qu'une partie des fonds qu'attribue la Miviludes pourrait être, allouée à la prise en charge directe des victimes auprès, enfin, par des professionnels, compétents. Mmh. Parce que ça, Ouais, il y a pas. ouais. Enfin voilà, il y a si, mais il y a la psychanalyse, Voilà, disons qu'on a, le plus souvent. effectivement un rôle à jouer, surtout que comme, je disais tantôt, pour le coup, ça peut tout à fait s'inscrire justement dans les objectifs défendus, par les TCC, justement. Et je parlais, là tantôt, bah, de Mmh. d'outils finalement autour des Ouais. biais qui sont plutôt des outils un peu de deuxième vague. Mais je pense aussi qu'on aurait un truc, également enfin qu'on pourrait aussi jouer un rôle d'accompagnement auprès des personnes victimes, notamment pour ce qui est, par exemple, bah, de faire un travail plus en profondeur, notamment via la thérapie, des schémas. Alors de cette fois, je vais le dire correctement, Young, qui est Jeffrey Young, voilà. Je reprécise, c'est pas le même. Et puis aussi, par rapport à, bah, ce sont souvent des personnes qui ont aussi vécu, bah, des blessures au niveau relationnel et qui peuvent aussi ressentir une très grande culpabilité après avoir, été dans des groupes, qui ont été, finalement, bah, des dérives sectaires. Et là, pour le coup, bah, tout ce qui est thérapie fondée sur la compassion aussi, je pense que ça peut, bah, tout à fait aider la personne aussi dans son process, de reconstruction et puis aussi pour, se retrouver un petit peu elle-même, étant donné que son identité aura probablement été, mise à mal par, justement, bah, le groupe sectaire. Donc voilà, donc c'était pour dire effectivement, on Alors a peut-être, ce qu'il faut. rebondir quand tu parles, Vas-y, dis-moi. il y a toujours le décalage, j'ai Oui. l'impression. Donc, pour la question tu parlais de blessures, tu parlais de la question des blessures relationnelles. Alors, il faut savoir aussi que les personnes qui s'engagent, dans les dérives sectaires, contrairement à Mmh. ce qu'on pourrait penser, à l'origine ne sont pas nécessairement des personnes faibles. Mmh. Il peut s'agir, d'un peu n'importe qui, mais qui, à un moment donné, de sa vie, hein, d'une personne qui
va être en questionnement ou va avoir, un besoin particulier ou alors va faire, une mauvaise rencontre. Mmh. Là où oui, effectivement, il peut y avoir des blessures, c'est que, bah, les gens, en général, quand ils vont intégrer ces mouvements ou alors quand ils vont simplement tomber dans ces fausses croyances, ils vont se mettre à appartenir à une communauté. Il va y avoir des amis, il va y avoir des valeurs en commun, il va y avoir et les abandonner, ouais, ça peut faire mal parce que peut-être qu'effectivement, on va se retrouver, coupé Mmh. de ses relations, de ses anciens amis, de parce qu'en fait, même si on voulait préserver le lien, ça reste compliqué, en fait, de rester au contact de personnes qui vont enfin, qui ne qu'on va dire, ne partagent plus, les mêmes idées que soi, Mmh. hein, si on quitte une idéologie, voilà, donc du coup, cet accompagnement-là aussi, il a du sens parce que c'est très douloureux pour les personnes qui s'en vont comme ça, qui prennent conscience de la dérive. Ouais. Elles peuvent se retrouver très seules et d'ailleurs, c'est là qu'il faut être très précautionneux parce que, elles pourraient avoir tendance à chercher une alternative, équivalente et à tomber Mmh. de nouveau dans quelque chose de fort, et qu'on vienne les guider. Alors qu'en fait, au contraire, là, l'idée, ça serait plutôt de dire: «Bon alors attention, parce que les mêmes processus qui ont peut-être amené à tomber dans la dérive d'un côté, il faudrait pas, voilà, qu'on retombe dans autre chose. Il peut y avoir Mmh aussi mh. même des fois, des gens je tombe qui vont basculer alors qu'ils ne l'étaient pas avant dans une religion. Enfin, on a le droit de croire. Mais l'idée, c'est que lors de cette sortie, on arrive à faire en sorte que la personne, elle devienne peut-être plus autonome, Mmh. pour pas, être de nouveau la proie d'autre chose, et donc oui, Ouais. effectivement, mais il y a des enjeux qui se jouent au niveau relationnel, Mmh. Mais du coup, merci donc ouais. pour ces précisions qui sont tout à fait bienvenues, effectivement. Et alors du coup, on va arriver sur, la fin de notre entretien. Donc merci encore, voilà, pour, tout ce que tu as pu, nous apporter et ce qui était très riche et puis, désolée du coup pour, les aléas techniques, voilà, qui sont malheureusement hors de notre portée. Et justement, il faut qu'on apprenne aussi des fois voilà, à avoir un certain détachement avec, ce genre de choses, mais c'est pas grave. Bien, écoute, je te laisse le mot de la fin. Dis-moi, s'il y avait voilà, s'il y avait un dernier message que tu aimerais transmettre ou quelques idées, fortes que tu aimerais justement pouvoir, sur lesquelles tu aimerais pouvoir terminer, lesquelles seraient-elles? Bien moi je dirais donc voilà que je pense que nous gagnerions vraiment tous à nous former à l'esprit critique, Mmh. à la fois enfin que nous soyons patients ou professionnels et d'ailleurs quel que soit le champ professionnel, heu, pour nous protéger en amont, de tout ce qui relève des fausses croyances, des dérives et cetera. Et puis aussi parce qu'on a quand on est professionnel, on a une responsabilité, face aux personnes, que l'on prend en charge. Donc, faudrait pas, même en étant bien intentionné, bah, causer du tort, Mmh mh. hein, parce que ça c'est aussi ce qu'on peut observer des fois, des gens très bien intentionnés, mais pour autant, qui peuvent, tout de même faire du mal. Mmh. Et j'ai aussi envie de dire, des fois quand on voit des gens qui sont dans de fausses croyances, on pourrait avoir tendance à se dire: «Bah, franchement, mais n'importe quoi» et puis à en rire, à dire penser qu'ils sont minoritaires, ça. Moi, je pense qu'en fait, déjà, il ne faut pas les juger parce qu'en fait, il y a plein de raisons pour lesquelles ils vont croire ce qu'ils croient, même si Mmh. elles sont mauvaises. Et donc, ce sont les premières victimes de leurs fausses croyances. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je dirais qu'il faut que nous soyons très, très prudents parce que le fait de les regarder comme ça avec, sourire aux lèvres, passivité, eh bien, moi, je dirais que du point de vue de l'influence sociale, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on est en train de leur laisser la place. Mmh. Et qu'aujourd'hui, si on considère que la rationalité, c'est le point de vue majoritaire et qu'on pense qu'en fait, on va continuer à vivre dans une société de ce type, j'ai vraiment envie de dire: «Faisons attention» parce que je je ne pense pas qu'en fait, si on ne défend pas, les valeurs de rationalité, enfin, en tout cas, voilà, tout ce qu'il peut y avoir de plus valide, Mmh. heu et ben, ça soit pas en péril dans les temps qui viennent, si ce n'est pas déjà trop tard, Mmh. hein. D'ailleurs, quand je parle de rationalité,
moi, ça ne veut pas dire non plus que je considérerais que toutes les croyances sont délétères, parce qu'il peut y avoir, par exemple, des gens qui sont dans la religion, ça les nourrit positivement, ils vont faire le bien autour d'eux, etc. Donc la zététique, elle, ne, on va dire, ne s'attaque, entre guillemets, qu'aux fausses croyances délétères. Les Mhm. gens ont totalement le droit de croire. L'important, ce serait d'être capable nous-mêmes de savoir à quel moment on est dans la croyance et en disant, moi j'ai envie de croire à ça, et à quel moment on est dans la rationalité, la science. Et du coup, après, Mm. de faire des choix qui seraient les plus raisonnables. Et d'ailleurs, en ce sens, la zététique, l'esprit critique, ne va pas de facto rejeter tout ce qui ne relève pas de la rationalité. Parce Mm. que le cœur de la zététique, enfin, dans le champ d'esprit critique, c'est la méthode. Donc, le jour où il y a une personne qui va débarquer en disant, moi, je peux prouver que tel truc ésotérique fonctionne, on va regarder, et si ça, c'est vraiment le cas, on va faire, ah ouais, Mm. voilà. Donc, pour dire que l'objectif de tout ça, c'est de faire au mieux Mm. avec les différents éléments. Et ça serait bien qu'on puisse se servir justement de tout ça pour construire ensemble, hein, parce que plutôt qu'il y ait les uns d'un côté et les autres, de construire au mieux tous ensemble avec les outils qu'on a et justement profiter de ces outils sans se laisser submerger par actuellement les flots de la pensée magique ou enfin, ouais, Mm. dérives thérapeutiques, etc. C'est Ok. peut-être, si t'attendais une phrase, peut-être une phrase un Non, peu mais longue. non, mais c'est parfait. Je te remercie. Bien. Et ben, merci beaucoup d'avoir participé. On mettra dans la bio tous les liens, que ce soit vers ton livre, vers aussi les autres ressources que tu as pu citer. Et puis, merci aussi à ceux qui ont suivi cette vidéo. Et puis, encore une fois, désolée pour les petites coupures techniques. Voilà. Eh bien, merci Merci. beaucoup. Et puis, je te souhaite une bonne fin de Merci journée. à toi. Au revoir. Ouais, pareil. Merci beaucoup. Ok, bonjour à tous et puis merci beaucoup du coup Séverine Falkovic d'avoir accepté cet entretien. Euh, du coup, je te propose de te présenter et puis de présenter ton parcours. Ouais, ben merci beaucoup. Alors donc moi, je suis psychologue et maître de conférences en psychologie sociale. Donc en fait, j'ai fait ma thèse sur Aix-en-Provence avec Robert Vincent Joule, que vous connaissez peut-être, enfin qui a écrit le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens. Donc j'ai développé mes recherches autour de l'influence sociale, de la manipulation, de la communication engageante. En fait, l'idée est de savoir de quelle manière on peut rendre efficaces nos communications. Ça va tenir au fait d'accompagner nos messages d'actes préparatoires, donc les ancrer dans l'action. J'ai fait ma thèse aussi au départ du coup sur la dissonance cognitive. J'ai pris beaucoup de plaisir à, comment dire, à multiplier les champs de recherche parce que j'étais Mhm, avec une personne sur Paris qui s'appelle David Védis et on faisait vraiment ce qu'on faisait par passion. Donc en fait, souvent il pouvait arriver qu'on ait des questions de recherche et qu'on essaie de mettre en œuvre des expérimentations pour aller voir un peu ce qui se passait. Par exemple, je me suis aussi penchée sur le champ théorique du toucher. Je me suis aussi intéressée à l'esprit critique. Alors au départ, c'était totalement par hasard. Je me suis intéressée à un moment donné au HPI. Dans le cadre de ma formation, certes, je savais ce que c'était que le QI, etc. Mais je ne m'étais pas du tout spécialisée sur le sujet. Donc j'ai commencé par lire les seules ressources disponibles. Et à l'époque, c'était trop intelligent pour être heureux de mhm, NCO. Donc j'ai lu ça, mhm, je fais, oh, bon, d'accord. Et puis à un moment donné, je me dis, non, 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 mais d'accord, où sont les sources? Sur quoi elles s'appuient? mhm, J'avais pas de source. Donc du coup, j'ai cherché sur le net et j'ai fini par trouver, en fait, par tomber sur Franck Ramu, mhm, avec lequel j'ai échangé sur son blog. Et lui, il m'a dit, en fait, où ils en étaient de leurs travaux, parce qu'en fait, ils suivaient une cohorte, et à l'époque, la cohorte était en troisième. Donc voilà, l'idée, ils suivaient des enfants donc, mhm, et pour voir un peu quelle était leur évolution.
Et c'est grâce à lui, en fait, que j'ai pu prendre connaissance de tout ce qui relève, en fait, de l'esprit critique, et puis de ceux qu'on appelle les zététiciens, qui sont des vulgarisateurs dans le champ de la pensée critique. Mhm. Voilà. Et donc, en fait, ça m'est apparu si important parce qu'en fait, nous ne sommes pas formés à l'esprit critique dans le cadre de nos formations en tant que psychologue, même que chercheur. Nous avons quelques éléments, mais en fait, ça ne suffit pas et ça ne couvre absolument pas l'étendue du champ. Déjà, j'ai commencé par me dire que c'était important moi-même que j'enseigne l'esprit critique à mes étudiants, Mhm. parce que je leur apprenais, on va dire, à bien communiquer sur la forme, mais sur le fond, j'étais vraiment gênée par le fait qu'ils disent parfois n'importe quoi. Donc je me suis dit qu'il fallait que d'un point de vue épistémologique, on revoie les bases. Donc j'ai commencé à donner des cours dans ce champ-là. Mais après, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que l'esprit critique. Si tu veux, je peux peut-être Eh ben alors oui, justement, j'allais te demander si tu pouvais nous donner voilà, quelques compléments d'information parce que c'est vrai que on a beaucoup parlé, notamment avec ce qui s'est passé autour du Covid et la zététique aussi a pris un petit peu plus d'ampleur au niveau des réseaux sociaux, mais finalement, ça donne un peu le sentiment que les gens vont en parler, mais finalement, sans vraiment savoir ce qu'il y a derrière et quels sont les fondements. Donc, si tu peux nous en parler brièvement, ce serait apprécié. ouais. Quand on parle d'esprit critique, la plupart des gens vont penser qu'ils en ont. Ils vont dire, ah oui, je sais ce que c'est, moi Mhm, j'ai de l'esprit critique, en associant le fait tout simplement de penser qu'on a de l'esprit critique avec le fait d'être capable de prendre de bonnes décisions. Le mhm, problème, c'est qu'ils ne savent pas quels sont les ressorts de l'esprit critique. Donc là, je mhm. peux en mentionner quelques-uns. Donc il y a par exemple ce que nous maîtrisons le plus souvent, nous déjà, les objectifs. Mais il Oui. va y avoir d'autres éléments auxquels nous ne sommes pas formés, par exemple, ce qui relève de la rhétorique. Et là, Mhm, c'est plutôt la philosophie, donc avec tout ce qui mhm, relève de l'épistémologie, euh, qui va nous permettre de reconnaître des figures rhétoriques qui sont ce qu'on appelle fallacieuses. mhm. C'est-à-dire qu'on aura parfois des argumentations qui paraissent extrêmement logiques, mais qui pour autant vont nous amener à tirer de mauvaises conclusions. Le fait de connaître ces formes rhétoriques, ça permet de les repérer dans les discours et du coup de questionner la façon dont les argumentations sont construites et Mhm. de s'extraire en fait parfois donc des tentatives de manipulation lorsque les personnes sont mal intentionnées ou alors de ce qu'on appelle des paralogismes quand les personnes sont bien intentionnées. Mais le problème, c'est que dans les deux cas, on sera induit en erreur. Donc il y D'accord. a toute cette assise-là, en fait, on n'est pas formé. Et il y a encore aussi, du coup, tout ce qui relève de nos déterminants sociaux. Donc, par exemple, qui va faire appel à la psychologie sociale, psychologie cognitive, enfin, et plein d'autres champs que la plupart des gens ne connaissent pas, ne maîtrisent pas. Donc, en fait, voilà, qui va aussi les amener à ne pas bien juger des informations qu'on leur présente et à ne pas agir non plus correctement derrière. Mhm, Et en termes de personnalité, alors je trouve ça aussi très intéressant, il y a des traits de personnalité qui vont favoriser le développement d'esprit critique. Ça sera par exemple l'ouverture, donc mhm, la curiosité, ce qu'on appelle l'humilité. Alors l'humilité, elle peut se définir comme la capacité à remettre en question ce que l'on sait, mhm, et le goût de la vérité. mhm. Euh, c'est très important parce qu'il peut y avoir des gens qui sont très bien dans leur position, qui n'ont pas nécessairement envie de savoir ce qu'il en est. Et bon, donc voilà, donc on peut considérer que quand les gens veulent savoir, ça augmente la probabilité qu'ils se donnent les moyens de chercher, voire même peut-être de remettre en question les positions auxquelles ils tiennent, Mhm. et avec ce courage-là d'être capable de les abandonner s'ils découvrent qu'elles sont fausses. D'accord. Voilà, donc il y a ces éléments-là. Après, il y a aussi encore le besoin de cognition et Mhm. ce qu'on appelle un faible besoin de clôture. Donc D'accord. le fait d'être capable de Mhm. différer euh, ces réponses, plutôt que de s'emparer tout de suite des premières possibilités d'explication possibles.
D'accord. Et Du coup, je voulais rebondir un petit peu sur ce que tu disais parce que voilà, là, on est dans notre interview dans le cadre de notre action de la PTCCB pour le mois des femmes. Et justement, tu vois, ça fait écho à plein de choses là, ce que tu dis. Par exemple, on voit tourner souvent sur les réseaux sociaux chez certains influenceurs des études qu'ils vont mettre en avant en disant voilà mon propos, généralement des propos assez misogynes, pour dire voici mon propos et voici telle étude qui vient le confirmer. Donc à ce moment-là, tu vois, déjà, ce serait, voilà, quels seraient un petit peu les armes ou les outils qu'on pourrait avoir pour pouvoir justement bien lire l'étude et repérer si éventuellement elle dit vraiment ce que l'influenceur essaye de nous faire croire qu'elle dit. Et autre point, eh bien pareil, toujours dans la quête un petit peu, des fois de se découvrir soi-même, certaines personnes vont aller vers certains groupes qui justement mettent en avant le fait qu'ils sont inclusifs ou qui veulent mettre en avant l'identité féminine et des choses comme ça. Et finalement, ça peut rapidement être des pièges qui se referment sur les personnes. Et donc, de même, j'ai envie de te poser la question, quels seraient les outils un petit peu dont tu pourrais nous parler brièvement pour aider les gens déjà à se repérer dans certains textes scientifiques pour voir qu'ils disent bien ce qu'on leur fait dire, entre guillemets, et quel genre d'outils ils peuvent avoir aussi eux pour se protéger lorsqu'ils sont dans une quête un peu de mieux se connaître, mais qui peuvent malheureusement tomber sur des groupes qui ne sont pas, qui ne vont pas leur être positifs. Donc voilà, merci. Ça va être deux questions bien. Voilà. essayer de permettre aux gens de comprendre de quelle manière fonctionne la science. Mhm. Parce qu'en fait, si parfois les gens sont prêts à croire un peu n'importe quoi, c'est qu'ils ne sont pas capables de faire le tri entre les différentes sources d'informations. Et oui, quand on va te dire, telle position est juste et je m'appuie sur telle étude, alors qu'en fait, par exemple, des fois, ça sera un détournement de l'article, Mhm. ce sera bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est essayer d'être capable de différencier les différentes sources. Donc et c'est l'un des outils que proposent ceux qui diffusent la pensée critique, hein, les zététiciens, par exemple, ça va être le fait d'être capable de hiérarchiser les sources d'informations en termes de validité. Exemple, tu peux avoir plein de gens qui considèrent que celui qu'on appelle l'expert, c'est le plus haut niveau de preuve, sans savoir qu'au-dessus, il y a la publication scientifique, il y a le fait que Mhm. tout voilà, un panel d'experts puisse être d'accord ou pas. Et puis après, derrière, le consensus scientifique, voir qu'il y a des sources aussi qui peuvent être de qualité très différente, des journaux de qualité différente. Alors, quand on est monsieur, madame, tout le monde, ça peut être compliqué Mhm. de savoir directement faire ce tri-là. Ce qu'on peut faire, c'est déjà, alors, c'est sur le sujet, essayer de connaître en fait les bonnes informations. Et pour ça, il faut peut-être faire un peu le tour du champ pour Mhm. augmenter son niveau de compétence. Et puis ensuite, donc, se former aux outils de la pensée critique, ça va peut-être permettre aussi de pouvoir hiérarchiser ses sources pour écarter, même on Mhm. peut faire un premier tri grossier, hein, aller chercher notamment l'information contradictoire en essayant de contourner le biais de confirmation d'hypothèse qui va nous amener à rechercher des informations qui vont dans le sens de ce qu'on pense déjà. Mhm. Et au final, quand les gens effectivement ne savent pas se positionner, l'idée c'est qu'ils sachent reconnaître les personnes, les entités auxquelles se fier, auxquelles accorder leur confiance. Donc D'accord. ça, on va dire que pour les gens.